Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette séance d'information en ligne sur le réaménagement de l'avenue Charles-Huot. Je me présente, je suis Christina Bouchica, conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne. J'ai le plaisir d'animer la séance de ce soir. Alors, je vais demander à tout le monde, pour l'instant, de fermer les caméras, à part l'intervenant en ville, parce que j'aimerais pouvoir vous les présenter. Et lorsque vous poserez une question, vous allez pouvoir la réactiver. Donc, je vous informe que la séance de ce soir est enregistrée. Elle va pouvoir être rendue disponible sur la page du projet là, dans les prochains jours. Donc, si parmi vos voisins, il y a des personnes qui n'ont pas pu être là ce soir, ne soyez pas inquiètes. La présentation ainsi que l'enregistrement pourront être visionnés par la suite. Alors, permettez-moi de vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir. Donc, tout d'abord, Madame Maude Mercier-Larouche, qui est membre du comité exécutif et conseiller municipal du district Saint-Louis-Sillery, qui est votre conseiller municipal. Bonsoir. Bonsoir à tous. Monsieur Jérôme Nadeau, qui est ingénieur chef d'équipe au service du transport et de la mobilité intelligente. Bonsoir. Et Monsieur Samuel Côté-Leclerc, ingénieur au service de l'ingénierie. Bonsoir à Voilà. tous. Donc, ce sont les personnes qui vont pouvoir faire la présentation, mais on a également avec nous ce soir et ils pourront intervenir pour répondre aux questions aux besoins. Madame Caroline Larouche, qui est directrice de la division de la planification du transport et de la conception routière au service du transport et de la mobilité intelligente. Bonsoir. Et Madame Karine Lynch, qui est directrice de la division de la réalisation des projets et des fonctionnalités au service de l'ingénierie. Bonsoir tout le monde. Alors, quelques fonctionnalités Zoom, puis avant de donner la parole à Madame Larouche pour le mot de bienvenue. Donc, comme je vous mentionnais, la rencontre de ce soir est enregistrée. Alors, si vous voulez garder vos caméras fermées pour l'instant, également les micros. Donc, en bas, quelque part sur votre écran, vous voyez un micro. Si jamais il n'est pas coupé, vous pouvez le couper. La même chose pour la caméra. Vous allez pouvoir la réouvrir par la suite. Également, vous avez un bouton affichage. Donc, si à ce moment-là, vous me voyez juste moi à l'écran, c'est que vous êtes en mode intervenant. Si vous voulez voir tout le monde, vous pouvez aller en mode affichage et choisir le mode galerie. Ça vous permet de voir les différents intervenants. Et également, si vous voyez beaucoup de vignettes noires, parce que là, tout le monde a fermé les caméras, vous pouvez cliquer droite sur n'importe quelle vignette et vous masquez les intervenants sans caméra. Donc, ça permet d'avoir à l'écran juste les personnes qui ont la caméra ouverte. Alors, quelques mots sur le déroulement. Donc, après le mot de bienvenue de Madame Mercier-Larouche, on aura une brève présentation du projet par Monsieur Nadeau et Monsieur Côté-Leclerc. Et par la suite, on aura une période de questions et il y aura le mot de la fin. Donc, vous voyez, c'est très simple comme déroulement. Alors, l'objectif, c'est tout d'abord de vous présenter l'état de la situation et des interventions proposées et de répondre à vos questions. Alors voilà, sans plus tarder, donc je demanderai encore une fois à tout le monde de garder vos micros fermés pendant la présentation et de garder vos questions pour la fin. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Madame Mercier-Larouche pour le mot d'introduction. Merci beaucoup, Christina. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous cette semaine, ce soir, en fait, pour parler du projet Charles-Huot. Vous savez, pour ceux que ce n'est pas la première fois qu'ils viennent se joindre à nous pour des séances d'information sur Charles-Huot, de co-création, d'ateliers d'échange et de discussion, écoutez, il y a tout un historique dans le dossier. Ce soir, on vient vers vous. Certains se posent sûrement la question. C'est tout à fait légitime. On vient faire un état des lieux. On vient faire, en fait, le point, une mise à jour sur l'échéancier en ce qui a trait au projet sur Charles-Huot, le projet d'aménagement, vous le savez, auquel vous avez contribué par vos commentaires précédemment, par toutes les rencontres qu'on a vues avec vous. On aurait pu vous envoyer une simple communication par courriel pour les gens qui avaient participé précédemment en consultation, faire simplement une communication écrite qu'on vous aurait acheminée par la poste dans un périmètre ciblé autour de Charles-Huot. Mais pour nous, c'était vraiment important d'avoir un contact avec vous, de pouvoir bien vous informer de la situation, de la mise à jour, en fait, et que vous puissiez également poser vos questions. Donc, c'est pour ça qu'on est à grand déploiement ce soir. On est plusieurs personnes de la ville, les gens que vous connaissez déjà, Caroline
Jérôme, que vous avez déjà vu dans le passé dans le projet Charles-Huot. Alors, voilà, ce soir, on vient faire une mise à jour sur le projet. On va débouter par un petit historique. Christina l'a dit, Jérôme va le faire parce qu'on présume que peut-être des nouvelles personnes se greffent à nous ce soir. Donc, on veut repartir à zéro pour être tous au même diapason. Et puis, on va terminer par une présentation de service de l'ingénierie. Alors, voilà. Merci d'être là. Puis, on se retrouve tout de suite après la présentation pour la période de questions. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à mes collègues pour la période pour la présentation et je reviendrai après avec des consignes pour la période de questions. Donc, je vous demanderai de garder vos questions pour la fin. Là, on va pouvoir intervenir soit à main levée, soit dans l'outil discussion. Alors, la parole est à vous, donc M. Jérôme Nadeau et M. Samuel Côté-Leclerc. Merci, Christina. Donc, je vais vous partager la présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, ça a été bien expliqué. On vous présente aujourd'hui un bref aperçu, un bref état des lieux concernant l'échéancier du réaménagement de l'avenue Charles-Huot. Donc, pour débuter le plan de la présentation, donc on débutera avec les objectifs de la présentation. On pourra parler ensuite de la mise en contexte du projet, faire un bref retour sur les dernières étapes, où on en est, puis vous présenter le scénario de réaménagement permanent qui a été sélectionné suite aux consultations citoyennes. Ensuite, on vous parlera de l'échéancier du projet, puis on parlera des mesures aussi qui seront mises en place en 2023. Puis on pourra parler ensuite des prochaines étapes avant de passer à notre période de questions et de commentaires. Donc, les objectifs de la rencontre de ce soir, c'est de vous présenter le concept de réaménagement permanent pour l'avenue Charles-Huot. Donc, vous confirmez le scénario qui a été retenu suite à nos échanges, de vous présenter les échéanciers, de vous expliquer aussi les raisons de ces échéanciers-là, mais de vous présenter ensuite les mesures 2023. Donc, pour que tout le monde soit au même niveau, même si certains d'entre vous auront déjà vu ces informations-là, on va faire un bref retour sur le projet, en fait, la mise en contexte du projet. Donc, c'est un projet sur l'avenue Charles-Huot, qui est une collectrice principale. Donc, ça relie le chemin Saint-Louis au boulevard Laurier. C'est une avenue qui a 2 voies de circulation, une dans chaque direction. La vitesse actuellement réglementée à 40 km/h, alors qu'anciennement, on avait une limite de vitesse de 30 km/h sur cette avenue-là. Vous voyez à l'écran l'avenue Charles-Huot entre le boulevard Laurier et le chemin Saint-Louis. Depuis plusieurs années, les citoyens et citoyennes nous ont fait mention d'une problématique de vitesse sur l'avenue Charles-Huot. C'est bien documenté. Depuis 2016, on a reçu 30 requêtes concernant la vitesse sur l'avenue Charles-Huot. On a fait des relevés de vitesse à plusieurs reprises. En 2018, précisément, la vitesse au 85e centile, donc c'est la vitesse à laquelle 85 % des usagers circulaient au moins, donc était de 61 km/h, alors que la limite affichée était de 30 km/h. Donc, on a bien constaté qu'il y avait un enjeu sur la vitesse à cet endroit-là. En 2016, il y avait eu une consultation publique où on vous avait proposé un concept de réaménagement. Le projet comprenait un retrait complet du stationnement sur l'avenue Charles-Huot. Il y avait construction d'une piste cyclable du côté est et ça incluait aussi l'ouverture du terre-plein du boulevard Laurier. Donc, en 2017, face à une opposition, suite à certaines consultations avec les résidents, le projet a été annulé. Ça ne nous a pas empêché de poursuivre nos réflexions, puis en 2021, revenir avec un nouveau concept amélioré de réaménagement pour répondre aux besoins suivants, soit d'ajouter des mesures de mitigation de la vitesse pour régler les enjeux de vitesse et s'assurer du respect de la limite de vitesse qui est affichée. Ensuite, de mettre à niveau le lien cyclable aussi, qui est sous standard considérant les débits véhiculaires sur cette avenue-là. Puis, de sécuriser le corridor scolaire aussi, qui est un objectif dans le cadre de la stratégie de sécurité routière de la ville. Donc, je parle de l'école Saint-Yves. À l'été 2021, dans l'attente du projet permanent, on souhaitait quand même faire quelque chose. Donc, on est venu mettre en place des mesures temporaires. Ça a été réalisé en 2021. On a fait un sondage suivant ces mesures-là pour s'assurer du succès. On a dénoté certaines lacunes au niveau surtout des cyclistes. Donc, en 2022, on est venu réviser en fait les mesures mises en place pour limiter les vitesses. Donc, bref, historique, la séance d'information sur le projet pilote, donc les mesures temporaires de vitesse, était le 25 mai 2021.
Il y a eu un questionnaire en ligne pour faire un retour sur le projet pilote à l'hiver 2021, donc pendant le temps des fêtes 2021, jusqu'au 16 janvier. Puis, en parallèle, la Ville, on a poursuivi nos analyses et on a conçu là, le projet permanent, donc printemps-été 2022. Puis, il y a eu une activité de participation publique pour vous présenter les scénarios qui étaient envisagés sur l'avenue Charles-Huot. Le 15 septembre, donc, on est venu vous présenter 5 scénarios d'aménagement. Donc, on avait besoin de vos avis avant de poursuivre la démarche de conception. Puis, suite à ça, bon, en fait, à cette rencontre-là, c'était vraiment l'objectif de vous permettre de participer à la conception, de vous exprimer et d'assurer qu'on réponde à vos questions puis qu'on recueille tous les points de vue. Donc, suite à cette rencontre-là, le 15 septembre, le choix du scénario a été réalisé. C'est à ce moment-là qu'on a su lequel des 5 scénarios on mettait de l'avant. Puis, on a transféré l'information. Donc, on a poursuivi la démarche et on a envoyé l'information au service de l'ingénierie en fin septembre pour prévoir les travaux le plus rapidement possible. Donc, bref retour sur le scénario de réaménagement retenu. On ne présentera pas tous les scénarios qui avaient été présentés en septembre. C'est le scénario 1 là, qui avait fait l'unanimité. En fait, on a dans ce scénario-là des pistes cyclables unidirectionnelles et l'ajout de trottoirs aussi des deux côtés de la rue. Donc, les avantages, là, en très bref, c'était le maintien du stationnement sur un côté. Donc, on s'assure de maintenir le plus possible le stationnement dans ce concept-là. Il y a une surélévation et des gonflements aux intersections pour assurer la sécurité. On a aussi un lien cyclable qui est fonctionnel à l'année, déneigé, protégé et séparé des piétons sur les deux côtés. Et on a aussi un lien piétonnier maintenant des deux côtés de la rue qui est continu. Donc, c'est quand même le concept qui avait la plus large emprise. Donc, c'est le concept où on a le besoin de plus large possible pour faire notre aménagement. C'était l'inconvénient principal de ce scénario-là. Donc, maintenant, je passe la parole à Samuel pour vous présenter là, la suite du côté de l'ingénierie. Oui, merci, Jérôme. Je vais prendre le contrôle du partage. On peut juste me confirmer que tout est beau, qu'on m'entend bien aussi. Des fois, mon micro prend un peu de temps. Oui, ça va bien. Tout est beau. Parfait. Donc, moi, rebonjour à tous. Je vais présenter en fait là, un peu le travail qu'on a fait au service d'ingénierie dans les derniers mois. Donc, comme Jérôme vient de le mentionner, là, vers la fin septembre, on a eu le scénario retenu là, qui nous a été transmis par le service de transport. Donc, j'ai rappelé un peu c'est quoi les objectifs là, que Jérôme vient de mentionner, mais avant même qu'on aille en main le scénario choisi, on avait déjà débuté là, en juillet cet été une première analyse dès qu'on a eu l'information du service du transport que ce projet s'en venait là, pour cet automne. Donc, une des premières étapes qu'on a faites d'analyse, ça a été de croiser le tracé prévu pour les travaux avec les infrastructures souterraines d'aqueduc et d'égouts. Donc, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est vraiment d'aller chercher l'information qu'on avait en main sur ces réseaux-là. Donc, autant l'âge, le matériau, les codes d'état, donc c'est quoi l'état physique de la conduite, mais aussi fonctionnel. Est-ce qu'il y a des restrictions dans le réseau? Est-ce qu'il y a des éléments qui bloquent? Là? On peut aller chercher cette information-là grâce à des inspections des réseaux qu'on fait de manière cyclique. On prend aussi en note les bris, les plaintes aussi qu'on a eues là, sur le tronçon visé. Puis on a fait une analyse sur l'avenue Charles-Huot en tant que telle, mais aussi sur le secteur. Parce qu'il faut comprendre qu'en termes d'hydraulique, l'avenue Charles-Huot reçoit les eaux de rues adjacentes. Donc, il faut prendre aussi en considération là, les potentielles contraintes des réseaux adjacents pour l'étude sur l'avenue en tant que telle. Parallèlement à ça, on a fait une demande là, de besoin à des partenaires externes. Donc, il faut comprendre qu'en dessous de la chaussée, il n'y a pas seulement des conduites d'aqueduc et d'égouts, il y a aussi des fois des conduits de fournisseurs de télécommunications comme Vidéotron ou Vidéotron ou Bell, puis aussi des conduits d'électricité ou de gaz. Donc, on s'assure de demander à ces partenaires-là s'ils ont des besoins pour qu'on les inclue à notre projet. Puis, parallèlement à ça aussi, on fait le même processus, mais avec les partenaires internes à la ville. Donc, donc, on demande les informations aux partenaires à la ville. Donc, dans notre cas, là, ce qui a été soulevé pour l'avenue Charles-Huot, ça a été
la gestion des eaux pluviales, gestion des arbres, amélioration de l'éclairage de rue, puis bouclage d'aqueduc pour assurer une meilleure protection incendie. C'est quelques-uns des besoins qui ont été soulevés. Une fois qu'on a tous ces besoins-là qui ont été recueillis, bien, on peut travailler sur une étude préparatoire. En fait, c'est ce qu'on fait en ce moment et qu'on a fait dans les dernières semaines. Donc, c'est vraiment de recueillir toutes les informations puis d'essayer d'imaginer toutes les contraintes potentielles auxquelles le projet peut avoir pour, le plus possible en amont, les déceler, puis tout de suite les résoudre, trouver des solutions afin d'éviter, parce qu'on sait plus on avance dans le projet, plus ça devient coûteux de faire des changements. Avec l'aide du service des transports qui nous fournissent les plans d'aménagement, puis d'équipes à l'ingénierie qui ont fait des modèles hydrauliques sommaires, on peut rédiger le devis d'appel d'offres pour services professionnels. Je vais en parler un petit peu plus loin, mais on est rendu là, en fait, au devis d'appel d'offres pour services professionnels. Je vais expliquer un peu qu'est-ce que c'est dans quelques diapos. Précisément pour le projet de l'avenue Charles-Huot, il y a eu un élément qui a été soulevé au moment où on a croisé les infrastructures souterraines avec le tracé projeté pour le réaménagement. En fait, à ce moment-là, on a soulevé un enjeu lié au drainage des eaux pluviales avec un potentiel risque de refoulement. Donc, il a fallu analyser cet élément-là. Puis, la conclusion, ça a été qu'il fallait modifier la portée du projet pour passer d'un projet de réaménagement de surface à un projet majeur de travaux souterrains. Bon, je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible dans les prochaines diapos l'analyse qu'on a faite, puis en fait les contraintes, puis la solution qu'on propose. Donc, je vais prendre mon petit pointeur, ça va être plus facile comme ça. Okay. Bon, en gros, j'ai mis à droite le réseau d'égouts sous l'avenue Charles-Huot. Schématiquement, ça ressemble à quoi? Il faut comprendre que c'est un réseau d'égouts qu'on définit d'unitaire, qui va aller recueillir à la fois les eaux de ruissellement en rue et les eaux qui proviennent des résidences. Donc, sous la chaussée, il y a une seule conduite avec les eaux mélangées. Puis ce genre de réseau-là, c'est implanté dans des secteurs qui sont un petit peu plus âgés. Puis il faut comprendre que ce ne sont pas des réseaux qui sont conçus pour recevoir des très grosses pluies. Donc, une solution qui est mise en place dans ce genre de réseau-là, c'est d'ajouter un trop-plein ou un ouvrage de surverse. Dans notre cas, c'est l'ouvrage U062 qui est situé au sud-est de l'avenue Charles-Huot, près de l'avenue du Parc Beauvoir. Puis en fait, cette conduite-là qu'on vient ajouter, elle est reliée à un cours d'eau. Dans notre cas, c'est le fleuve. Puis ça permet qu'en temps de pluie, au fond, le niveau d'eau, il est comme limité par le trop-plein. Donc, on évite que les eaux remontent jusque dans les résidences et qu'il y ait des refoulements. Donc, c'est un peu comme ça qu'on gère ce genre de réseau-là, mais il faut comprendre que, comme c'est un réseau avec des eaux mélangées, l'eau qui déborde au trop-plein, ce n'est pas de l'eau purement de pluie. C'est de l'eau avec des apports domestiques aussi. Donc, le ministère, pour ce genre d'ouvrage-là, va mettre des exigences parce qu'il faut comprendre que c'est des débordements à l'environnement. Donc, il va limiter le nombre de débordements qu'on peut avoir par année. Dans notre cas, c'est 7 débordements pour l'ouvrage que je viens de parler, près de l'avenue du Parc Beauvoir. Donc, 7 débordements entre mai et novembre. Donc, il faut comprendre que quand on vient réaménager la surface et qu'on ajoute des superficies imperméables, il faut prendre ces enjeux-là en compte. Quand je parle de superficie imperméable, c'est de trottoirs, chaussées, pistes cyclables, donc toutes les surfaces sur lesquelles l'eau va ruisseler et ne va pas s'infiltrer. Donc, il faut prendre en compte qu'on a comme 2 contraintes qui viennent jouer, soit le risque de refoulement chez les citoyens, mais aussi, il faut respecter les exigences du ministère de l'Environnement. Il faut les respecter parce que, premièrement, si on les dépasse, il y a des pénalités, mais aussi, il faut comprendre qu'en termes environnementaux, ce n'est pas souhaitable d'avoir des débordements d'eau, même si elle est diluée au fleuve. Donc, compte tenu de ces contraintes-là, la solution qu'on veut mettre en place sur l'avenue Charles-Huot, c'est vraiment de séparer les réseaux. Donc, à l'ultime, qu'il y ait un réseau pluvial qui va aller récolter les eaux de ruissellement en rue, les drains de fondation, puis que le réseau domestique, lui, reçoit seulement les eaux des résidences. Donc, comme ça, on s'assure que quand il y a des débordements, ça va être des débordements d'eau seulement de pluie et non d'eau mélangée, comme je viens de parler. Comme j'ai parlé un petit peu plus tôt,
une des contraintes du secteur, c'est que l'avenue Charles-Huot draine les rues adjacentes aussi. Donc, pour le dimensionnement de ce réseau-là, il faut prendre le temps de faire l'étude hydraulique de tout le secteur pour bien prendre en compte les apports. Parce que si on ne fait pas ça, ça se peut qu'on se bute dans des phases subséquentes de projet, mais donc on veut réaménager des rues adjacentes. Si le réseau en aval dans lequel on se rejette, il n'y a pas la capacité, bien, on va comme être bloqué, puis on ne voudrait pas avoir à aller retravailler pour grossir la conduite. On veut planifier dès maintenant le bon dimensionnement pour s'assurer que s'il y a des travaux futurs, qu'on n'ait pas de contraintes. Permettez, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Donc, toute cette réflexion-là, c'est fait avec une idée en tête, c'est d'intégrer, puis de prendre le temps d'intégrer tous les besoins des intervenants afin de réaliser un projet assurant la pérennité et atteignant les objectifs visés. Donc, Jérôme il a mentionné un petit peu plus tôt des objectifs du côté des transports, mais là, on a greffé à ça des objectifs aussi au niveau des infrastructures souterraines. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est de faire un premier projet rapidement de surface, puis que l'année d'après ou quelques années plus tard, on se rend compte que les impacts de ce réaménagement-là, c'est trop important sur le réseau souterrain, puis qu'on ait à réouvrir la rue pour faire des travaux. Donc, on veut prendre en compte tous les besoins pour s'assurer justement de faire le bon projet au bon moment. Puis, dans ce but-là, depuis juillet, on a réalisé 17 rencontres, en plus des communications directes entre les personnes du projet, mais aussi coordonnées avec 14 équipes de 9 services différents pour bien intégrer tous les besoins. Et juste pour vous donner une idée, habituellement, ce genre de travail-là, ça prend entre 9 et 12 mois. Puis pour le projet de l'avenue Charles-Huot, on a fait ça un peu plus rapidement, puis on a réussi à tout faire en plus ou moins 6 mois. Donc, j'ai parlé que j'allais vous mentionner, décrire un peu plus c'est quoi l'appel d'offres pour services professionnels. On va en parler justement dans l'échéancier et les prochaines étapes qui sont prévues pour le projet. Comme vous pouvez voir, on est à la porte de l'apparition de l'appel d'offres pour services professionnels qui est prévu dans les prochaines semaines. Donc, c'est quoi un appel d'offres pour services professionnels? En fait, la Ville mandate une firme de services professionnels de génie conseil qui vont nous épauler pour la rédaction des plans et devis pour construction. Eux, ils vont nous aider dans la rédaction et dans la mise en plan, mais aussi, comme j'ai parlé, il y a une étude hydraulique qui est à faire, qui va être validée par le consultant, dans le fond, qui va être plus précise. Comme j'ai dit, à la Ville, on a déjà fait une sommaire, mais le consultant va s'assurer de rentrer dans le détail pour prendre en compte tous les éléments. Donc, il faut comprendre que suite à l'apparition de l'appel d'offres, il y a un certain délai avant l'engagement des services professionnels. Donc, le temps que les firmes de génie conseil préparent leur appel d'offres, puis le temps qu'on analyse tout ça pour les engager, on vise d'engager le consultant en avril pour, dès mai, faire une première rencontre avec les intervenants de la Ville et de la firme de services professionnels. Donc, cette première rencontre-là, c'est pour s'assurer que le consultant a bien compris le mandat, qu'on s'enligne bien pour les dates qui sont prévues pour la réalisation du projet. Au cours de l'été 2023, on vise les activités de relevé complémentaires par la firme de génie conseil. Il y a aussi les plans de devis préliminaires à 40 %. Il faut comprendre que dans les mandats, souvent, on va séparer les livrables comme en 3 étapes. Donc, il y a une première étape à 40 %. Puis le but, c'est vraiment de valider qu'on s'enligne sur les bonnes tracks, comme on dit. Mais en gros, une fois qu'on a ces informations-là, on peut partager aux différentes personnes, aux différents intervenants pour s'assurer que tous les besoins sont pris en compte et orienter le tir s'il y a des problèmes. Puis, on prévoit aussi compléter le rapport préliminaire de l'étude hydraulique. Donc, avoir à cet avancement-là le bon dimensionnement de réseau. Pour ensuite, en septembre, revenir vous voir avec les plans concept. Donc, on prévoit une autre rencontre citoyenne en septembre. Donc, Jérôme m'a présenté plus des coupes aujourd'hui, mais on va avoir des plans un peu de l'aménagement tout le long de l'avenue Charles-Huot rendu à l'automne prochain. Puis, on pense, on va travailler à l'automne plus sur la préparation de la demande du ministère pour en décembre être capable de terminer les plans et devis pour appel. Notre plan de match est de finir ça en décembre. Le but, en fait, c'est que dès janvier, on puisse paraître l'appel d'offres pour construction. Puis on veut faire ça en janvier parce que ça va laisser assez de temps à l'entrepreneur d'être engagé puis de faire sa commande de matériaux pour être prêt dès le début de la saison, en mai, pour finir les travaux en novembre 2024.
Donc, je vais te laisser reprendre le relais. Oui, merci Samuel. Donc, pour terminer très rapidement, donc pour l'été 2023, ce que ça représente, c'est qu'on vous propose de revenir avec les mesures qui ont été mises en place en 2022, donc les mesures temporaires qui ont été améliorées. Puis, brièvement, je vous remets là, à l'écran les différentes mesures qui ont été mises en place. Donc, à l'été 2022, on avait une révision du projet temporaire, comme je vous l'avais dit tantôt. Puis, on a mis en place 10 aménagements de type balise portail et balise centre-rue, dans le cas où on avait des gonflements, on n'avait pas l'espace pour mettre les balises en rive. On avait aussi marqué le sol avec des limites de vitesse. Donc, ces aménagements-là vont revenir tels que l'an passé en fonction des analyses qu'on a constatées. Puis, vous voyez le plan là, des mesures temporaires qui ont été mises en place l'an passé qui reviendraient cet été pour la dernière fois avant 2024 où on arrivera officiellement avec le réaménagement complet. Donc, autant de surface que souterrain. Donc, nous serions rendus à la période de questions et commentaires. Parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, à la période de questions, donc la parole est maintenant à vous. Est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision? Donc, on est là pour ça ce soir. Alors, la façon dont je vous propose de fonctionner, c'est d'identifier sur votre écran le bouton réaction ou lever la main, dépendamment de votre version de Zoom. Donc, c'est cette version-là qui nous permet de savoir donner l'ordre des interventions. Au besoin, vous pouvez également m'écrire dans la discussion, puis je vais pouvoir lire votre question ou vous donner la parole. Donc, j'ai déjà une première main levée de M. Guillaume Paré. Puis, je vois M. Trash qui lève la main aussi. Parfait. Puis, donc, vous pouvez tout simplement activer votre micro, votre caméra si vous souhaitez, si vous êtes à l'aise. Donc, sachez que c'est enregistré. Ça va être aussi au bénéfice de tous sur le site Internet. Alors, oui, M. Paré, suivi de M. Trash et après de M. Bernarguet. Alors, bonsoir. Bonjour, petit test micro, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Et c'est ça, peut-être nous indiquer aussi, si vous voulez, si vous habitez sur la rue ou à proximité, ça nous permet de situer votre intervention. Oui. Oui, ben, bonne idée, avec plaisir. Là, je demeure effectivement directement sur la rue Charlie-Huot. Je suis juste en haut de la côte, qui est un endroit un peu problématique là, du fait que les autos, à cause de la côte, les autos qui descendent la rue ne voient pas ce qu'il y a en bas de la côte et les autos dans le sens inverse, c'est-à-dire qui montent la côte, mais qui sont en bas de la côte ne voient pas ce qu'il y a en haut de la côte. Donc, pour traverser, c'est un coin dangereux, surtout pour les enfants qui sont moins hauts, évidemment. Moi, j'ai quelques questions. Je crois que j'en posais juste une ou deux pour laisser le temps à d'autres si les questions sont répondues, bien, ça va être tant mieux. Là, je veux juste m'être sûr d'avoir bien compris parce que dans la présentation, de la façon que c'était présenté, c'est qu'il y aurait des rehaussements aux intersections. Donc, ce sera à toutes les intersections. Et l'autre question aussi, c'est est-ce qu'il serait possible d'avoir des radars photo cet été d'ici à l'aménagement permanent, là, en plus des mesures proposées? Merci. Oui, est-ce que ça terminait? Oui, merci, oui, merci, non, comme je l'ai dit, je reviendrai au pire, là, je ne veux pas prendre toute la place. Vous êtes exemplaire, puis vous donnez le ton pour les autres, parce que j'ai oublié de le dire que, bon, on est quand même une cinquantaine, presque 60 personnes. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre 2 minutes par personne, puis on prendra un deuxième tour si le temps le permet. Puis également, je vais inviter tout le monde là d'être à sa collaboration. Puis aussi, donc, j'aimerais que tout le monde puisse s'exprimer là. Donc, je vous demande votre collaboration à tous pour que ça se fasse dans le respect là, de tous les points de vue. Alors, merci. Donc, est-ce que, M. Nadeau, vous souhaitez intervenir? Oui.
Bien, pour les radars, là, pour les afficheurs vitesse, en fait, là, c'est bien noté, là, puis on va s'assurer là, auprès de l'équipe responsable qu'on passe le mot pour bien prévoir la présence de ces radars-là. Ça sera possible, là. En fait. Je ne peux pas vous l'assurer, là, hors de tout doute, mais ça va être fortement possible là, qu'on soit là Puis l'été juste pour prochain. être bien, est-ce qu'on parle d'afficheur ou de radar photo? L'afficheur Afficheur de vitesse, je vitesse, crois. c'est ça, afficheur de vitesse. Parfait. OK. Je Moi, m'assure. je parlais de radar photo. Policier? Peut-être juste préciser, mais vous pouvez répondre pour les deux, là. Mhm. Donc, une présence policière, vous voulez dire? Ou, ben, en fait, dans les deux cas, là, on pourra passer le mot aux deux équipes responsables. On a une flotte d'afficheurs vitesse qui sont là par prévention puis par sensibilisation. Ça, on va s'assurer de passer le mot, mais aussi auprès de nos policiers, là, de s'assurer de passer le mot, de continuer à être dans le secteur. Pour ce qui est du concept, donc aujourd'hui, là, on n'a pas les plans avec vous. Je n'ai pas le détail des plans avec moi aujourd'hui. Ce n'est pas l'objectif de la rencontre. En septembre, on va prendre le temps de vous présenter l'ensemble de l'œuvre. Ce que je peux quand même vous dire, c'est que les intersections surélevées, c'est là où on a des arrêts. Ce n'est pas à toutes les intersections, là. C'est un aménagement qu'on fait lorsqu'il y a des arrêts. Parfait, merci beaucoup. Alors, la parole est à vous, Monsieur Tratt. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je demeure en fait sur la rue parallèle avec Charles Huot, sur la rue Nels, à peu près dans le plein milieu de la rue Nels, entre Saint-Louis et Driquet. Bon, je commence en disant que c'est un beau projet, bravo. C'est juste que le projet, pour moi, m'inquiète beaucoup au niveau du trafic de transit. Mhm. Dans le passé, moi, ça fait un peu plus que 30 ans que je demeure sur le rue Nels. Et chaque fois qu'on voit des travaux ou quelque chose qui se passe sur le rue Charles-Huot, on voit tout de suite qu'il y a une augmentation importante de trafic sur le rue Nels. Et moi, ce que je crois qui va arriver avec ce beau projet, c'est que les gens qui, entre guillemets, roulent vite, si vous venez me voir, vous allez constater que le rue Nels est quand même plus large que les rues normales. Mhm. Et ce que j'ai craint énormément, c'est que le trafic de transit, surtout la couche des chauffeurs qui roulent vite, ils vont venir sur le rue Nels. Alors moi, je demanderais que la ville implante des mesures d'atténuation de trafic sur le rue Nels en même temps qui font des travaux, autrement dit, en 2024, qui a aussi des mesures d'atténuation sur le rue Nels pour éviter que le trafic de transit que vous allez calmer sur Charles-Huot, il y a une partie du trafic est déplacé vers Nels, d'éviter que ça soit déplacé vers Nels. Parfait. Donc, parlez surtout durant les travaux, si je comprends bien. Bien, pour la suite aussi. Mhm. Certainement, durant les travaux, ça c'est probablement le plus important, mais pour s'assurer que ça ne soit pas quelque chose de temporaire, que ça soit permanent, parce que je suis convaincu, avec, comme je dis, d'un nombre d'années que je demeure ici, du moment où il y a les gens qui prennent la rue Charles-Huot sont dérangés, ils viennent tout de suite sur Nels. Puis, je dois vous quand même rappeler, il y a beaucoup d'enfants qui circulent le matin et fin d'après-midi sur Nels de l'école en haut de la rue ici. Parfait, merci beaucoup. Oui, M. Nadeau. Oui, bien, très bien. Il faut fermer mon écran? Ou, je vais vous répondre. C'est comme vous voulez. Vous pouvez le laisser, là, surtout pendant qu'il répond. Il n'y a pas de problème. Ça me fait quelqu'un à qui parler. C'est ça, à qui parler, oui, exactement. Le temps que je réponde. Parfait. Je comprends. En fait, c'est un très bon commentaire. C'est un très beau commentaire. Ça a été identifié par l'équipe qui connaît très bien le secteur. Là, on a un technicien en circulation qui connaît très, très, très bien le secteur qui est avec nous. Puis ça a été identifié comme enjeu pendant les travaux. Après les travaux, là, on a bien travaillé les mesures pour ne pas avoir justement de déviation de transit. Ce n'est pas ça qu'on recherche avec les interventions et le réaménagement de Charles-Huot. On ne veut pas amener le transit ailleurs. C'est pour ça que les mesures ont été sélectionnées de façon à limiter la vitesse, mais que les gens puissent continuer d'emprunter le Charles-Huot comme collectrice. Il ne faut pas que ça dévie ailleurs. Mais on est très sensible, puis pendant les travaux, là, on va intégrer une réflexion sur de la rue Nels pour s'assurer qu'il n'y a pas de déviation temporaire là, à cet endroit-là. Bon, je peux te poser juste une question. Vous allez
pencher sur le problème ou vous allez faire quelque chose en 2024? Je vais m'assurer qu'on fasse quelque chose en 2024 pendant les travaux, là, au minimum. Qu'il y aura des balises au centre de la rue, des mesures, là, un peu comme on a vu dans Charles-Huot. Peut-être moins costaudes, là, mais il y aura quelque chose pour sensibiliser les gens, je vous le garantis. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai M. Bernard Gay, suivi de Mme Émilie Beaulieu. Bonsoir, M. Gay. Je commence à vous connaître depuis le temps qu'on a fait des rencontres. Là. Je suis contente que vous suivez là, le projet. Alors, oui, M. Gay, est-ce que si vous voulez ouvrir votre micro et caméra, j'ai peut-être... Là, vous m'entendez? Oui. Bon. Est-ce que vous souhaitez démarrer la vidéo? Parce que je pense que j'ai fermé Ouais, 2-3 caméras. Tantôt, je m'étais marqué que vous me bloquiez. Mais il n'y a pas de problème, là, c'est juste pendant la présentation. Là. Alors, c'est parfait. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bon, évidemment, moi, j'habite sur le 1230 depuis 1952. Puis, j'ai participé à tout ce qui existait comme comité de vigilance depuis que je suis propriétaire de la maison ici en 1986. Je dois dire que je suis déçu par le projet. J'avais pensé que ce serait de l'option plus simple retenue. Là, on a une option complexe qui oblige à défoncer la rue, qui empiète 4,5 mètres sur les terrains. C'est un projet qui me paraît un peu idéologique et technocratique. Là. Monsieur Guy, pouvez-vous parler un petit peu plus proche du micro? On vous entend Oui, bon. pas très bien. Oui. Enfin, disons que je trouve on a des problèmes au projet. Je n'avais pas perçu à la réunion précédente là, que c'était l'option 1 qui était privilégiée. Je pensais qu'on privilégierait une option plus simple et moins coûteuse. Là, on défonce la rue pour doubler le réseau d'égouts. On empiète sur les terrains. Sur le processus, je trouve aussi que le processus par électronique a ses limites. Ça ne favorise pas beaucoup l'interaction entre les citoyens présents lors de la consultation. J'ai regardé les noms présents, là, je ne retrouve presque aucun de mes voisins, fait que je me pose des questions. Des fois, j'ai la tentation de repartir le comité de vigilance du quartier des employés civils en haut du quartier, là, en haut du plateau. Néanmoins, j'aurais une question à poser. Est-ce que je comprends là, correctement que l'obligation de refaire tout l'aqueduc pardonnez-moi, l'égout est strictement reliée au projet? C'est quelque chose qui n'aura pas eu à être fait si on avait choisi un projet plus simple, celui qui combinait la piste cyclable et le trottoir sur la rive ouest de Charles-Huot. Mm-hmm. Merci pour votre question. Alors, est-ce que quelqu'un souhaiterait répondre? Je peux répondre, Christina, en fait. Oui, Mme Larouche. Merci, M. Gay, de votre commentaire. D'abord, je veux dire que le mode virtuel, évidemment, on l'avait mis en place durant la pandémie. Là, la pandémie s'est estompée, Dieu merci, mais c'est un mode qui est quand même relativement apprécié de la part des gens. Parce que des fois, quand on fait des rencontres dans les conseils de quartier ou bien tout ça, on reçoit des commentaires puis ils nous disent que c'est apprécié, mais je prends bonne note. Peut-être qu'une prochaine fois, effectivement, si on a à revenir vers vous pour le projet Charles-Huot, on pourra le faire en présentiel, assurément. Peut-être justement une alternance pour mieux venir répondre aux préoccupations des gens. Pour ce qui est du projet de réfection souterraine, peut-être que Samuel pourra en ajouter, mais comme il l'a dit tout à l'heure, c'était quelque chose d'essentiel. Et c'est pour ça qu'on vient vers vous ce soir, parce que le projet d'aménagement permanent de Charles-Huot, si vous avez bien suivi la séquence, il était prévu pour cet été, pour l'été 2023. Et quand il y a eu un transfert du dossier à l'ingénierie, l'ingénierie nous a dit, écoutez, compte tenu de l'envergure du projet, il y a des travaux en souterrain qu'on a à effectuer. Donc, pour éviter finalement de faire une mauvaise gestion des fonds publics, c'est-à-dire de faire l'aménagement puis de rouvrir la rue dans un an. Donc, que nos travaux de cet été deviennent caducs finalement à peine 1 an ou 2 ou 3 après. C'est pour ça que cet été, on est allé avec les mesures temporaires, comme ce fut le cas l'année dernière, pour faire en sorte qu'on puisse évidemment là, mettre en place les travaux d'ingénierie au plus tôt possible pour qu'ensuite on arrive avec un projet permanent qui soit vraiment permanent et pérenne dans le temps pour plusieurs années.
Donc, je peux ne sais peut-être pas si… ajouter, oui, je peux peut-être Karine, ajouter oui. quelque chose, oui. Ce que je pourrais vous dire, c'est que au départ, quand on a fait l'analyse, c'est sûr que le fait de rajouter des surfaces imperméables plus larges a fait qu'on s'est posé des questions pour dire ça rajoute de l'eau dans les conduites et on doit intervenir pour faire quelque chose de souterrain. Mais après ça, on a fait comme l'analyse de tout le secteur et on avait quand même des besoins. Ça fait que je vous dirais qu'aujourd'hui, même si on me disait on ne rajoute pas de surface imperméable, est-ce qu'on ferait ça pareil? Je répondrais oui à cette question-là parce qu'on l'a regardé de plus près. Puis dans l'ouvrage de surveillance du secteur, on dit tout le temps l'eau est comme juste le trop-plein est très, très sélectionné. Ça fait que quand on regarde dans tout le secteur, c'est positif de venir faire cette intervention-là. On aurait pu aussi prendre la décision de la faire ailleurs. C'est une gestion du secteur, mais étant donné qu'on est dedans dans le projet présentement, mais je pense que c'est opportun là, de faire l'exercice puis d'arriver à de la séparation de réseau là, dans cette rue-là. Même si c'est le fait qu'on a mis des volumes des surfaces supplémentaires qu'on est allé plus loin dans la recherche, mais étant donné qu'on a regardé tout le secteur, là, on pense que c'est mieux de le faire malgré tout. Parfait, merci pour vos précisions. Alors, merci, M. Gay. Il y a Mme Émilie Beaulieu, suivie par M. Julien Roy. Alors, bonsoir, Mme Beaulieu. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui. Parfait, merci. J'ai quelques petits points. Premièrement, merci de faire la rencontre là, quand même, plutôt que nous avoir envoyé un dépliant. C'est très apprécié. C'est sûr que, je ne cache pas ma déception là, que le projet soit remis, mais je comprends bien toute la rationnelle derrière. Mon premier point, ce serait qu'on puisse s'assurer là, de garder quand même le projet sur le dessus de la pile, en ce sens où, pour le projet pilote, je parle en 2023, les 2 dernières années, ça a quand même été complexe de finaliser là, les projets pilotes qui soient complétés là, à temps. En fait, dans les 2 dernières années, ça n'a jamais été mis en place avant la fin des classes. Donc, ce serait bien. Je sais que ça ne relève pas de la ville nécessairement. Il y a des sous-contractants et des affaires de matériaux et tout, mais ce serait bien si on pouvait s'assurer cette année de mettre les mesures le plus tôt possible en place. Mon deuxième point est plus une question. Soyons positifs et voyons l'année 2023 comme une opportunité de pouvoir tester encore des choses avec un projet pilote. On parle de rehaussement de chaussée, le speed hump. La partie sud de Charlebourg est problématique avec la pente. Là. Je pense que on l'a entendu à plusieurs reprises et on se questionnait à savoir s'il ne pourrait pas avoir là, une espèce de gonflement de chaussée à cet endroit-là, notamment où il y a l'arrêt d'autobus. Donc, je me demandais s'il y avait possibilité de mettre des choses de temporaire en 2023 pour tester, pour voir si ça pourrait être pertinent avant de se lancer dans le projet permanent. L'autre chose aussi, c'est de tester là, qu'il y ait peut-être une traverse pour piétons plus rapidement qu'à Marie-Victorin. Là. Donc, dans les plans qui nous avaient été présentés là, dans les mois passés, là, il n'y avait pas eu de solution par rapport à ça, mais il demeure que quand on est dans la partie sud, ça prend du temps là, avant qu'on puisse traverser de façon sécuritaire. Et même si on va mettre un trottoir, une piste cyclable, là, il va falloir penser à ça. Donc, je me disais, c'est peut-être une opportunité de tester des choses en 2023. Donc, ça, c'est une de mes premières questions, commentaires. Et la deuxième, c'est est-ce qu'en repoussant ça en 2024, on va être affecté d'une quelconque façon par les travaux du tramway qui pourraient, préliminaires, là, qui pourraient avoir commencé? Et si oui, est-ce qu'on a un plan pour ça? Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a Sinon, des… je vais peut-être y aller dans un premier temps là, avec Mme Beaulieu pour le volet. Oui. Le volet de projet pilote. OK, parfait. Non, c'est parce qu'on a perdu l'image. Oui, allez-y. Donc, ce que je veux confirmer à Mme Beaulieu, c'est que dès la semaine dernière, là, avec les équipes à l'interne, le transfert du projet pilote a déjà été fait. Donc, les équipes ont ça présentement entre les mains. Donc, c'est sûr et certain que
en fonction du printemps, du nettoyage printanier là, qui doit être effectué dans un premier temps. Là. La séquence, elle est bien faite. Notre objectif, c'est que ça soit déployé dès qu'on est en mesure de le faire sur le terrain. Donc ça, je vous rassure, là, la rencontre, j'y ai assisté personnellement la semaine dernière pour ce volet-là. Pour le volet de l'aménagement, je vais laisser peut-être Jérôme compléter avec vos questions. Merci. Oui, donc j'ai compris. Excusez-moi, j'étais en train de noter les commentaires que vous faisiez juste avant, donc j'ai manqué le début, mais je comprends que c'était aux arrêts d'autobus, là, puis je voulais juste peut-être vous faire répéter pour bien comprendre l'aménagement que vous mentionnez. Oui, ben en fait, tu sais, honnêtement, c'est votre domaine, là, mais la partie avec la pente est problématique parce que les voitures accélèrent. Donc, même si elles sont capables de maintenir une vitesse raisonnable en haut, dans la partie nord, la pente est toujours problématique. Et je comprends qu'en ingénierie et tout ça, les pentes sont problématiques avec le MTQ pour les mesures qu'on peut se mettre en place. Par contre, à la fin de la pente, il nous reste quand même une bonne portion de rue là, au sud où on peut mettre des mesures qui vont venir atténuer. Et il y a un arrêt d'autobus qui est là, avec des gens qui doivent souvent traverser, probablement pire en ce moment, puisqu'il n'y a pas de trottoir de ce côté-là, là, quand les gens descendent là, comme en direction sud. Mais je me disais, ça pourrait être un endroit, il me semble, à mon œil, où le pourcentage de pente ne dépasse pas 7-8 % clairement. Permettrait là, de mieux gérer la pente. Là. Donc, c'est ça. Puis, bon, j'ai la chance d'être en Floride en ce moment. Et il y a plein de mesures qui sont mises en place comme ça. Là. Puis, j'ai trouvé beaucoup de documents là, qui ont été testés là, avec des études là, vraiment evidence-based. Donc, ça me fera plaisir de pouvoir partager. Là, mais je pense que c'est important qu'on se penche là-dessus peut-être en 2023 avant le permanent. Merci. Super, merci pour le commentaire. Là. Je peux vous assurer qu'on a une réflexion là, à travers la conception. On a vraiment une réflexion précisément en lien avec la pente, là, puis les mesures à mettre en place dans celle-ci. Là, fait que je peux vous confirmer qu'on travaille fort dans ce secteur-là. Voilà. C'est bien noté. Même chose pour la traverse. La traverse Marie-Victorien, ça, ce que je comprends, c'est en temporaire, là, cet été, vous aimeriez voir peut-être des passages ou... Exactement, c'est que là, tu sais, le premier stop, et donc finalement où on peut traverser de façon plus sécuritaire, est à Marie-Victorin. Mais à Nourry, par exemple, il n'y a pas de stop là, mais ça pourrait être pertinent là, d'être capable de traverser parce que sinon, tous les gens qui habitent plus loin en s'en allant vers le sud que Marie-Victorin doivent traverser un peu aléatoirement, là, jaywalking qu'on appelle. Puis ça va rester la même chose, même quand il y aura un trottoir, ça peut être bon quand on veut traverser, par exemple, pour aller dans le quartier Eugène Fizet et tout ça, là, qui est plus à l'est, ben ça ne fait pas de sens de monter jusqu'à Marie-Victorin pour traverser si on veut se rendre sur Nourry, là, par exemple. Je comprends. Parfait. C'est bien noté. Oui, merci beaucoup. Puis, vous voyez, M. Guy, pourquoi on fait des rencontres en ligne? Comme ça, Mme Beaulieu peut assister aussi là, à partir de l'étranger. Alors, voilà, donc, on a, j'invite M. Julien Roy, suivi de M. Robert Paulin. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Julien Roy, je suis membre du conseil de quartier Sillery et j'utilise souvent l'avenue Charles-Huot en tant que cycliste. Donc, ça me fait plaisir de voir que le scénario 1 a été celui sélectionné. Je trouve que c'est celui qui était le plus approprié pour les vélos et qui va nous permettre d'avoir une piste cyclable bien déneigée durant l'hiver aussi. Donc, ça, c'est apprécié, c'est certain. Et puis, de mon côté aussi, là, juste en commentaire en parallèle, j'apprécie la réunion en ligne. Ça me permet d'être présent, même si je suis toujours au travail. Donc, parfait. Oui, c'est vrai. Puis on va essayer. Merci beaucoup. Puis justement, on a toujours, je ne vous cacherai pas qu'on se pose des fois la question, là, quand il y a certains qui vont préférer en ligne, certains, il y a les jeunes familles également. Mais en tout cas, on entend le commentaire, puis on essaiera de s'ajuster, là, effectivement. Merci beaucoup. Oui. Je continue quand même quelques petits commentaires. Je continue avec ce que Mme Beaulieu disait au sujet des aménagements temporaires en 2023. Je pense que l'idée était bonne de voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus, peut-être traverse piétonne supplémentaire. Et moi, je me dis, avec l'idée qu'on va arracher la rue en 2024,
c'est peut-être le moment d'essayer des choses que des fois, on ne fait pas en voulant protéger la surface. Je pense entre autres à des dos d'âne temporaires qui sont plutôt boulonnés dans la surface au lieu de faites en asphalte. Donc, c'est une idée qui me vient en tête. Je vais vous laisser analyser ça, mais c'est peut-être l'idée que oui, des aménagements temporaires, c'est bon, mais là, on a peut-être une opportunité qu'on n'a pas d'habitude, c'est-à-dire que c'est pas grave si l'asphalte ne survit pas 5 ans, 10 ans encore, vu que de toute façon, on va l'arracher. Sinon, ma question de base était plutôt au niveau des aménagements qui vont être plus permanents. J'entendais qu'il y avait des problèmes de gestion d'eau, c'est pour ça qu'on va ouvrir plus la rue. Est-ce que dans les saillies de trottoir où il va y avoir des parties végétalisées, ça serait pertinent de faire ce que je crois qu'on appelle les nous végétalisés, c'est-à-dire des espèces de piscines un peu sous le gazon, si on veut, ou sous des plantes qui vont permettre de mieux collecter l'eau? Je demande ça, puis si ça serait possible, ça me semble un bon scénario pour ça. C'est un Parfait, merci. c'est un excellent commentaire. Donc, on est en train, en fait, on a regardé, là, puis on regarde la possibilité d'aménager ces nous végétales-là dans le plus possible. Je ne peux pas vous répondre si ça va être possible ou non, mais on s'assure de l'intégrer là, lorsque possible, effectivement, pour optimiser notre gestion de l'eau. Merci. Parfait, merci. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs de vos commentaires. On va tout simplement les prendre en note. Il y a ça aussi, oui, c'est pour répondre à vos questions, mais des suggestions comme ça que vous faites, l'équipe n'est pas encore, il n'a pas finalisé la conception, donc c'est intéressant là, de nous émettre ce type Oui. d'idée. Est-ce que vous avez… Oui, M. Roy? Oui? Suite à ça, si on fait des aménagements, j'entendais aussi que l'avenue Charlotte est collectrice au niveau des eaux pluviales aussi. Est-ce que ça serait pertinent aussi de faire des aménagements aux intersections? J'imagine qu'on va un petit peu toucher à ça dans le cadre des travaux. Je pense aux rues qui arrivent perpendiculairement, puis faire justement le même genre de nous végétalisés ou quelque chose comme ça, qui viendrait limiter l'eau pluviale qui viendrait se collecter sur Charlotte. Bref, un autre commentaire que je ne saurais pas analyser moi-même, mais ça me semble peut-être à réfléchir. Si je peux répondre, là, oui, c'est déjà pris en compte le réaménagement des intersections. En fait, là, il y a des gonflements aux intersections, donc on vient déjà toucher techniquement aux deux rues, puis c'est prévu qu'il y ait des endroits de divertissement à ces endroits-là, puis qu'on puisse capter les eaux. Donc, il faut comprendre aussi que vu qu'on draine les rues adjacentes, on va mettre des conduites en place aussi aux intersections pour que ça soit plus facile de se raccorder. Donc, on ne vient pas seulement, on n'arrête pas juste à la rue Charles-Huot, les travaux vont élargir un petit peu à chaque intersection. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a M. Robert Paulin, suivi de M. Guillaume Paré. Oui, M. Paulin? Oui. Monsieur, oui, bonjour. Je ne suis pas capable d'ouvrir la caméra. Mais... Ah, pardon, je vais peut-être… attendez un petit peu, là, je vais vous donner… Est-ce que c'est possible maintenant? Oui. Parfait. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une question de précision. C'est la première fois que je prends connaissance du projet. Je n'ai pas connu les 5 versions. Ça me semblait pas trop clair. Est-ce qu'il y a une percée ou non sur le boulevard Laurier dans ce projet-là? C'est la seule question. Alors, M. Nadeau? Il n'y a pas d'ouverture prévue dans le cadre de ce projet-là. OK, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a M. Guillaume Paré. Je pense que vous êtes déjà intervenu. Je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas d'autres personnes, puis je pourrais vous redonner la parole. Je peux revenir plus tard. Non, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'autres personnes. En fait, il y a juste une personne qui mentionne Mme Anne-Marie Hamelin, que c'est vrai pour les autres rues aussi, là, comme monsieur, je pense que c'est quand M. Trache parlait de la rue Nels. Elle parle aussi de la rue Suzor-Côté où l'augmentation de trafic, la vitesse va être notable durant les travaux. Donc, c'est juste pour en prendre note. Alors, je vois qu'il y a M. Vincent Corriveau qui a levé la main. Allez-y, M. Corriveau. Oui, merci beaucoup. C'est juste une question générale d'environnement. Est-ce qu'il est prévu d'avoir un pavage plus blanc, moins foncé, dans le cadre du réchauffement climatique?
Le noir, je pense, accumule beaucoup de chaleur. C'est pas juste pour la rue, naturellement, c'est toute la ville. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Est-ce que ça va être développé ou non? C'était ma question. Merci. Alors, je ne sais pas si on a une réponse, sinon on note le commentaire. Oui, Mme Lynch, oui. Je peux peut-être m'essayer, mais je vous dirais que non. Je suis à l'ingénierie, on fait quand même beaucoup de travaux de pavage, puis j'ai rien dans nos cartons là, qui parlent de pavage plus blanc. Là, on est encore dans les pavages traditionnels. Parfait, Mais merci. Si je peux me permettre, par exemple, je trouve que votre commentaire est intéressant, puis ça réveille en moi quand même le désir d'aller plus loin, de pousser cette question-là. Donc, effectivement, comme ma collègue vient de le mentionner, ce n'est pas prévu dans les cartons. On est vraiment avec une méthode traditionnelle, mais je pense que pour atteindre nos cibles, puis en faire plus davantage au niveau de l'environnement, au niveau de combattre les îlots de chaleur, notamment, tout ça, je pense qu'il faut sortir de la boîte parfois pour regarder ce qui se fait, les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux. Donc, vous semez en moi une piste de réflexion supplémentaire. Puis je vous en remercie. Merci beaucoup, Mme Mercier-Larouche. Alors, j'invite maintenant M. Alexandre Lemieux, suivi de M. Vincent Côté. Bonjour. Bonsoir. Moi, c'est la première fois qu'on est au courant du projet. On trouve que c'est une bonne idée parce que c'est ça, on est résident sur Charles-Huot depuis 2 ans environ. Donc, c'est ça. Là, je suis un peu surpris quand même du 4,5 mètres. C'est quand même assez majeur. On se demandait, première question, comment est-ce que ça va être distribué? Nous, on est du côté ouest, donc il n'y a pas de trottoir de notre côté. Est-ce que c'est ce côté-là qui va avoir dans le fond, toute cette distance-là? Deuxième question aussi, est-ce qu'il a été envisagé peut-être d'avoir la piste cyclable dérivée sur un autre axe, peut-être pour essayer de distribuer un peu le trafic là, ou peut-être diminuer un peu l'impact du projet? Là? Oui, alors peut-être, je ne sais pas. Oui, je vais pouvoir répondre. Revenir. Oui. Oui. 2 excellentes questions. Donc, je commencerai par la dernière. Donc, pour ce qui est de l'ajout du lien cyclable à cet endroit-là, en fait, il est déjà existant. Il y a déjà un lien cyclable là. Puis, tu sais, nos analyses de potentiel et d'opportunité nous démontrent vraiment que c'est l'endroit où les cyclistes circulent. C'est vraiment, en fait, c'est une colonne vertébrale là, pour le cycliste dans le secteur. Puis, on a des visées là, en fait, à consolider un lien dans le secteur, Marie-Victorin, Est-Ouest, puis ça passe par Charles-Huot. Donc, c'est vraiment un axe qui est quand même primordial pour la desserte du vélo dans le secteur. Puis, pour la première question, c'était quoi exactement? C'était la question. C'était la question du 4,5 mètres. Oui, là, très bonne question. Oui. Oui, à ce niveau-là, effectivement, on a 4,5 d'utilisation de l'emprise de la ville, OK, que ça va nécessiter de plus. C'est des terrains de la ville là, qui sont en façade de vos terrains. Donc là, en ce moment, on travaille extrêmement fort pour bien utiliser cet espace-là puis avoir le moins d'impact possible pour chacun des résidents. On va vraiment dans le détail, là, puis c'est rare qu'on va dans ce détail-là, je vous dirais, autant que ça dans un projet tel quel. On va en fait, résidence par résidence, valider les entrées charretières, l'impact que ça pourrait avoir sur chacune de vos entrées charretières. La présence d'arbres a été regardée. La santé des arbres aussi. C'est sûr qu'il y a des choix difficiles, mais on vient vraiment minimiser les impacts le plus possible. Puis donc, on va jouer d'un bord et de l'autre pour s'assurer que les impacts soient mitigés chez les résidents. Puis on va vous présenter le tout en septembre là, pour vous assurer que vous preniez connaissance qu'est-ce que ça a comme impact sur chacune de vos résidences. Comme je vous dis, on va s'assurer de le minimiser le plus possible. Merci. Donc, Jérôme, en septembre, on va vraiment avoir les plans détaillés là, devant chacune des maisons. C'est ça l'idée, oui, exactement. Parfait, merci beaucoup. Madame Mercier-Larouche, vous avez levé la main ou c'était avant? C'est ça? Oui, c'est une vieille main, Christina. Il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, j'invite maintenant Monsieur Vincent Côté. Oui, ce serait pour avoir un petit peu plus d'informations concernant l'intersection Petit-Laurier-Charles-Huot, parce que j'ai vu que vous avez mis 2 pistes cyclables chaque côté de Charles-Huot.
Mais la piste cyclable, dans le fond, sur le Petit Laurier est d'un seul côté de la rue. Est-ce que vous allez refaire l'intersection ou rajouter un arrêt-stop pour ceux qui arrivent de Robert Bourassa et pour l'embranchement de Charles-Huot? Dans le fond, juste un petit peu plus de détails sur l'intersection-là. Oui, ce que je peux vous dire à cette étape-ci, c'est qu'on refait l'intersection, on revoit les modes de gestion, puis on s'assure de mieux encadrer la traversée des cyclistes et piétons à cet endroit-là. Donc, il y a vraiment une réflexion particulière pour l'intersection. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, j'ai Mme Michèle Bourassa qui a levé la main. Puis après, M. Barret, là, je vais vous donner la parole. Alors, bonsoir, Mme Bourassa. Bonsoir. Mon intervention a 3 volets. Premier volet qui implique vraiment ma résidence, l'emprise de 4,5 mètres. Je comprends que ce ne sera pas 4,5 mètres sur chaque résidence, mais dans le cas de ma résidence, il y a un enjeu de muret, il y a un enjeu d'arbres matures. Est-ce qu'on va, là, j'ai compris qu'on le saurait probablement en septembre prochain, là, quel serait l'impact pour chaque résidence. Bon, j'ai une certaine inquiétude à cet égard-là. L'autre égard, c'est que la maison est en haut de la côte. Les autos montent à une vitesse quand même assez importante. Et est-ce que je demande qu'il y ait des moyens de mitiger la vitesse là, en montant la côte pour éviter les incidents ou les accidents qui pourraient se produire. Puis mon autre question est vraiment saisonnière. Quand il va venir le temps de la neige l'hiver, présentement, la maison est complètement obstruée. À cette période-ci, là, je ne vois pratiquement pas mes voisins dans le faire. On n'a pas eu une grosse hiver, là. On n'a pas eu beaucoup de neige cet hiver. Qu'est-ce qui va arriver avec l'élargissement de la rue? Donc, plus de neige à déplacer. Est-ce qu'il va y avoir encore la neige soufflée sur nos terrains ou si la neige va être ramassée et éliminée là, de la rue là, pour ne pas embourber nos terrains? Alors, moi, je crains un certain embourbement chez moi avec le nouveau projet. Parfait, mais merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez aussi me laisser votre numéro, votre adresse, là. Si vous ne voulez pas la dire publiquement, vous pouvez me l'écrire ou comme vous voulez. Là. Il y a peut-être. Parfait, vous pouvez me l'écrire, puis je vais la transmettre à l'équipe pour regarder en particulier votre cas. Oui. À cette période-ci de l'année, là, sortir du stationnement, c'est risqué parce qu'il y a un genre de terre-plein là, où il y a un amoncellement de neige qui se fait et ça obstrue la vue là, vers le chemin Saint-Louis. Alors, chaque hiver, je me rapporte à la ville pour dire est-ce qu'on peut ramasser la neige parce qu'il y a obstruction de la visibilité. Là. Alors, je pourrais vous écrire mon adresse tout à l'heure. Excellent, merci beaucoup. Question, Christina. Donc, oui. Pour ce qui est là, des enjeux d'emprise, tout ça, j'ai une petite idée peut-être de votre résidence. Là. Je ne me risquerai pas à nommer, mais en fait, on va évaluer les impacts. Puis je pense on souhaitera vous contacter là, avant septembre là, si on voit les enjeux qui se dessinent. Donc, moi, je note vos coordonnées. Puis on va s'assurer de vous contacter s'il y a des enjeux qui se dessinent avant septembre, bien sûr. Parfait, merci. J'ai Madame Janie. Oui, c'est ça pour la neige. Puis après, j'ai une autre question. Quelqu'un m'a fait remarquer que la question du tramway, est-ce que les travaux du tramway risquent de retarder? Là, ça n'a pas été répondu. Merci de nous le faire rappeler. Oui. Pour ce qui est des travaux du tramway, je peux vous certifier que c'est pas en fait, les travaux du tramway qui vont se dérouler à partir de 2023, donc ou 2023, tel qu'entendu précédemment. C'est le partenaire, le PP Infra, lorsqu'il sera connu, qui détermine la séquence des travaux du tramway, c'est-à-dire par quel secteur, par quel tronçon on va débuter les travaux. Donc, pour l'instant, cette séquence-là n'est pas encore connue parce que le PP Infra n'a pas encore été déterminé. Il est prévu, on est supposé
supposé, en fait, dévoiler le tout suite aux appels d'offres qui se terminent en principe au printemps 2023. Donc, après ce moment-là, on saura la séquence, mais sachez que les travaux du tramway n'impactent en rien, en fait, l'échéancier qu'on vous a présenté ce soir au niveau du projet Charles-Huot. C'est sûr que c'est possible qu'on se retrouve avec des entraves sur Laurier en même temps que possiblement une portion de rue de Charles-Huot. Ça, c'est pas improbable que ça arrive, mais on va s'assurer au maximum de pouvoir identifier en amont des alternatives pour nos citoyens du secteur. Ça, c'est clair. On veut travailler en prévisibilité avec les citoyens, que ce soit dans les grands travaux du tramway ou dans quelconque travaux de chantier qui se fait à la Ville de Québec. Maintenant, pour ce qui est de la neige, moi, je suis préoccupée parce que vous m'avez dit, je m'excuse, j'ai perdu votre nom, c'était… Madame Bourassa. Madame Bourassa, voilà. Lorsque vous voyez qu'il y a des enjeux de sécurité, comme vous faites mention, attendez pas d'avoir la ligne ou d'écrire un courriel spécifique. Vous pouvez toujours m'écrire, ça c'est certain, mais la meilleure chose, si vous trouvez qu'il y a un enjeu de sécurité, c'est que vous prenez le téléphone puis vous appelez immédiatement au 311. À ce moment-là, c'est le 311 qui va pouvoir vous répondre, qui va pouvoir envoyer une équipe s'il y a lieu sur place, parce que quand il y a des enjeux de sécurité, de vision, de visibilité, comme vous faites mention, bien là, c'est certain que ça va, il y a un niveau de priorisation qui s'établit en fonction de ça. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça, le service 3.1 aussi redirige les appels, et évidemment, là, en fonction des priorités qui sont établies. Parfait, merci. Puis il y avait aussi la question donc est-ce que la neige va être plus ramassée ou le soufflage sur le terrain? Puis après, M. Côté-Leclerc, je vois que vous avez levé la main peut-être pour intervenir. Mais il y avait ce côté de la question aussi, le fait que ça soit plus large, est-ce qu'il y aura un changement au niveau du déneigement? Oui, Mme Larouche. Christina, c'est la politique de déneigement qui continue de s'appliquer. Donc, avec le réaménagement de l'avenue Charles-Huot, la politique va s'appliquer. Puis lorsque les hauteurs vont être atteintes sur les terrains, mais à ce moment-là, ça va être du ramassage qui va se faire, comme présentement. C'est sûr et certain que la rue, ayant plus de surface à déneiger, ces hauteurs-là vont être atteintes un peu plus rapidement. Donc, à ce moment-là, c'est le ramassage qui va s'effectuer. Donc, c'est sûr qu'en début de période, il va y avoir du soufflage qui va se faire comme présentement sur les terrain. Par contre, quand les hauteurs sont atteintes, c'est le ramassage qui va débuter. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées. Je vais revenir à vous, M. Paré. Oui, c'est ça. Non, je ne voyais plus votre main, là. Oui, allez-y. Il n'y a pas de problème. En complément, là, pour Mme Bourassa, il faut comprendre, là, dans l'échéancier que j'ai présenté tout à l'heure, il y avait des relevés complémentaires là, de la firme, mais c'est pour ces éléments-là, les murets, puis tout ce qui est sur les terrains privés, c'est relevé à la limite là, des travaux pour s'assurer qu'une fois les travaux réalisés, là, que c'est remis en place de la même manière. Là. Donc, c'est pris en considération en amont pour s'assurer que ça n'impacte pas ces éléments. OK, mais je pense que la question était si, par exemple, c'est l'emprise, là, parce qu'il y avait la question de 4,5 mètres. Puis si le muret se retrouve dans l'emprise, c'était peut-être ça aussi, là, la question. Oui. Est-ce que c'est bien ça? La question inclut le muret qui fait partie de l'emprise. Et s'il y a une réduction, en tout cas, s'il y a intervention sur l'emprise, ça veut dire que ça repousse le muret, ça devrait repousser le muret plus loin. Sur votre… Est-ce qu'il y a un arbre mature? Il y a un arbre mature aussi juste à côté du muret, si je ne me trompe pas. C'est ça, Je exactement. sais de quelle résidence vous parlez. On travaille justement pour éviter à toucher à cet aménagement-là. Fait que je ne veux pas vous dire quoi que ce soit, mais on travaille pour pas qu'il y ait d'impact. S'il y en a, on va s'assurer de vous contacter le plus tôt possible pour essayer de travailler avec vous ces éléments-là. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition s'il y a des questions. Il y a Mme Bédard qui demande le stationnement sera de quel côté de la rue? Est-ce que vous avez ça en tête ou ce n'est pas encore déterminé? Je ne me risquerais pas là, à dire ça. Parfait. Donc, ça va être plus à l'automne. On peut travailler des deux côtés, en fait. Donc, il y a une possibilité qu'il y ait du stationnement qui se retrouvera d'un côté de la rue là, dans une section, mais que ça pourrait être de l'autre côté dans une autre section. Parfait, merci. Alors, je reviens avec deux personnes pour un deuxième tour de parole. Donc, M. Guillaume Paré, suivi de M. Roy. M. Paré.
Est-ce que vous nous entendez? Alors, M. Guillaume Paré, sinon, vous pouvez revenir plus tard, peut-être M. Roy. Oui, c'est bon. Je fais encore comme tantôt, puis je reviens sur le dernier commentaire. J'aime bien l'idée d'alterner le côté des stationnements parce que c'est quand même reconnu comme une mesure qui permet d'atténuer la vitesse, de faire zigzaguer un peu le trafic automobile aussi. Donc, ça ne prend pas plus de place, mais ça ralentit un petit peu les automobilistes. Mais sinon, ma question était plus au niveau de l'aménagement de la piste cyclable surélevée avec justement une rue où on a beaucoup d'entrées charretières en parallèle. Comment on va faire pour que ça ne soit pas comme les pistes cyclables à Cap-Rouge où c'est des montagnes russes, là? C'est vraiment pas confortable à vélo. Est-ce que vous avez déjà une idée par rapport à ça? Oui, on a plusieurs idées. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail non plus encore du concept, mais il y a plusieurs éléments qui nous permettent de jouer avec ça. Soit de ne pas élever la piste à 150 mm, donc on pourrait avoir une mi-hauteur, ou on peut jouer aussi beaucoup dans la bordure, là. Puis c'est ce que Vélo-Québec recommande beaucoup, c'est de jouer avec une bordure qui est plus large, puis que toute l'élévation, en fait, se retrouve dans cette bordure-là, puis qu'on n'a pas à avoir un monde descend latéral, là, en fait, dans l'axe de la piste cyclable. C'est vraiment toute la bordure qui prend l'élévation, là. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre un peu, c'est entre la piste et la chaussée carrossable, donc l'automobile, il y a une zone en béton. Donc, il y a une certaine largeur en béton entre la piste et la voie automobile. Puis c'est dans cette largeur-là qu'on vient vraiment déniveler là, le 150 mm. Puis, c'est ça. Fait que, ça fait que la piste cyclable reste au même niveau, puis l'automobile monte comme plus rapidement au lieu que ça monte doucement jusqu'à l'entrée charretière. Sauf qu'il y a des compromis à faire. Des fois, on n'a pas la largeur de la bordure qu'on souhaiterait avoir. C'est un 600 mm qu'on aimerait avoir pour optimalement tout mettre là. Si on n'a pas le 600, on peut faire un compromis, faire un petit abaissé pour les cyclistes, puis en mettre le plus possible dans cette bordure-là. Donc, on est rendu dans ce détail-là, puis dans ce niveau-là. Je suis content de savoir que c'est dans les réflexions, en tout cas. Oui, je vous assure qu'on y pense beaucoup. Oui. Merci. Pardon, j'avais fermé mon micro. Oui, bon. Alors, est-ce que M. Guillaume Paré, vous nous entendez? Vous avez levé la main pour une deuxième. Oui, allez-y. Désolé, j'ai pesé sur le mauvais bouton. Il n'y a pas de problème. Ah, j'ai fermé ma fenêtre. Écoutez, je confirme un peu là, au niveau des choix. J'avoue que personnellement, je trouve que ça a été vite un peu. Je trouve fallait comme un peu choisir tout de suite. Le but de mon commentaire est vraiment de faire une critique constructive. Là. Je respecte beaucoup la démarche de la ville. Puis je vais dans le même sens que d'autres. Merci pour toute cette démarche-là. Mais j'aurais aimé ça avoir un peu plus de temps pour y réfléchir. Comme par exemple, notamment moi qui penchais un peu plus vers une des premières options, j'aurais été plus vers une des deuxièmes options, notamment à cause de l'emprise. Et je trouvais que finalement, la piste multifonctionnelle, c'était pas si mal dans le quartier, étant donné que il n'y a pas tant de piétons, puis il se rajoute un trottoir, donc il y aurait eu moins de piétons d'un autre côté. Fait que, puis là, parce que moi aussi, j'ai une inquiétude au niveau de l'emprise. J'ai un gros armature, j'ai un gros chêne en avant de chez nous. Et là, de ce que je comprends en plus, là, j'aimerais comprendre aussi, parce que là, on parle de 4,5 mètres et il me semble que ça a augmenté avec la dernière présentation. Moi, dans ma tête, j'avais moins de 2 mètres en moyenne par côté. Là, ça voudrait dire qu'on aurait 2,25 mètres typiquement là, par côté de perdu. Ce qui fait que ça définitivement, là, ça fragiliserait les racines de cet arbre-là. Et vous savez que dans le quartier, ils vendent très fort. Là, on n'est pas loin du fleuve, là, puis c'est un coin assez venteux, là, notamment à cause de la topographie et aussi de la présence du fleuve. Là. Fait que j'aimerais ça qu'on me confirme un peu là, que ce serait vraiment 4,5 mètres et que ça a augmenté là, par rapport à la dernière rencontre. L'autre élément aussi, c'est que je confirme aussi là, le commentaire d'Émilie Beaulieu là, au niveau des lignes droites. C'est un commentaire qui avait été fait lors de la précédente rencontre. Même avec les pancartes qu'on a, parce que moi, je regarde quand même régulièrement ça, même avec les panneaux en milieu de rue qu'on avait l'année passée. Entre les panneaux, là, les gens vont vite, là, puis j'en ai même vu des fois passer, même en travers les panneaux, quand même assez rapidement. Là,
Alors, dès qu'il va y avoir une ligne droite et que les gens vont pouvoir prendre la vitesse, là, ils risquent énormément de la prendre. Là. Fait que c'est à considérer autant pour les mesures, comme il a été mentionné, autant pour les mesures temporaires que pour les mesures permanentes. Je peux vous dire que s'il y a juste des renflements aux arrêts, comme il n'y en a pas vraiment entre Saint-Louis et c'est le prochain, c'est Marie-Victorin, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Là, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un enjeu de vitesse. Puis, si je peux me permettre aussi pour répondre à la question, là, pour aider un peu pour répondre à la question d'un intervenant concernant la couleur de l'asphalte, ce n'est pas vraiment un enjeu dans le quartier à cause du couvert végétal qui est quand même relativement important. Fait que la question est bonne, mais c'est juste pour dire que ça, c'est pas vraiment un enjeu là, dans le quartier. Merci beaucoup. De rien. Ah oui, M. Nadeau? Oui, donc, M. Paré, là, je prends en note votre nom. Puis, encore une fois, là, pour les enjeux précis sur votre résidence, on va s'assurer que si on identifie quelque chose, on se parle avant septembre, bien sûr, pour travailler ça ensemble. Le 4,5 mètres là, qui est affiché, c'est à titre indicatif. C'est pas partout pareil. Ça doit être le maximum, alors je peux vous dire que ça tourne autour de 2 mètres là, par côté. Donc, il ne faut pas prendre le 4,5 sur toute la longueur. Là. Ça ne veut pas dire que c'est ça partout. Puis, je comprends là, votre commentaire sur les impacts là, des résidences. Donc, ça, c'est comme je vous dis, je vous rappelle, c'est super. On regarde ça là, vraiment, vraiment détaillé en ce moment. Là. Chacun des arbres est identifié. On ne veut pas impacter. Donc, c'est sûr et certain qu'on ne veut pas. Donc, mais à quelque part, il faut faire certains choix, il faut faire certains sacrifices. Donc, on est en train de regarder ça. On est en train de minimiser les impacts le plus possible. S'il y en a, on va se parler. Donc, c'est bien noté, là, votre commentaire. Si vous voulez, M. Paré, vous pouvez nous envoyer dans la discussion, vous pouvez m'envoyer votre adresse, puis je pourrais la transmettre à M. Nadeau. Il va regarder aussi votre adresse, votre cas. Oui. Donc, je peux peut-être glisser un dernier petit élément. Donc, on parlait de stationnement tout à l'heure. Puis, c'est un des éléments sur lesquels on peut peut-être travailler. Là. On est à ce niveau de détail-là. On veut le garder. C'est ce qui avait été convenu dans le scénario, de garder le stationnement sur rue. Mais si jamais il y a des enjeux majeurs avec certaines emprises, avec des arbres, par exemple, qu'on veut préserver, on peut peut-être jouer dans cette largeur-là de stationnement. Puis, ponctuellement, dans certains endroits très, 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 très ponctuels, très, très serrés, on pourrait peut-être limiter la largeur de la rue, retirer le stationnement dans cet espace-là pour ne pas avoir d'impact sur nos arbres. Puis, donc, c'est des genres de compromis qu'on est en train de faire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vais regarder également. Je n'ai pas d'autres questions à la discussion. Parfait. Alors, j'ai reçu votre... puis, monsieur Paré, peut-être votre adresse de la rue également, là. Pour savoir où se situe votre cas. Alors, s'il n'y en a pas d'autres questions, je vais laisser le mot de la fin à Mme Mercier-Larouche. Puis donc, comme je vous disais, là, l'enregistrement puis la présentation seront disponibles en ligne dans les prochains jours. Alors, oui, Mme Mercier-Larouche. Oui, ben, écoutez, je serai brève. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Je pense qu'en plus, ça nous a permis, quoique ce n'était pas prévu, qu'on vienne vers vous avec cette annonce-là au niveau de l'ingénierie. Je pense que ça a été bien reçu. Puis il faut saisir, finalement, à toute chose, malheur est bon. On saisit l'opportunité de se voir à nouveau pour venir raffiner le projet, puis venir chercher des commentaires, puis encore une fois, le bonifier. Là, on a 1 an supplémentaire devant nous pour l'implantation du projet permanent. Donc, ça donne lieu finalement et matière à plus de réflexion puis plus de précision pour mieux répondre à vos attentes ultérieurement. Donc, merci de votre compréhension aussi. Pour nous, ce soir, de venir vers vous, on savait qu'il y aurait peut-être des petites déceptions, mais je pense que ça a été bien reçu puis vous comprenez bien le pourquoi. Donc, vraiment, on l'apprécie, on se le disait les équipes durant la rencontre. Donc, on est content de cette réception-là. Et puis, pour les personnes concernées qu'on a pris vos coordonnées, soyez assurés qu'on va revenir vers vous tel qu'on vous l'a mentionné parce que, effectivement, toutes les situations qui sont particulières, on va prendre soin de vraiment aller vous rencontrer puis analyser la chose directement avec vous sur votre terrain. Donc, là-dessus, merci beaucoup de votre participation. Merci aux équipes Ville aussi qui étaient présentes.
aux gens de l'ingénierie, du TMI aussi, TMI Transport, Mobilité Intelligente, et à Christina de l'Interaction citoyenne. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, au plaisir de se retrouver. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci.